Clémence Dumusois, merci d'être avec nous. Donc vous êtes œnologue, zytologue. Alors je pense que ne sera pas de trop de nous expliquer votre métier. Œnologue, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Donc j'interviens dans la production de vin, mais bien sûr, évidemment, j'interviens aussi en amont pour tout ce qui est traitement des vignes et mise en place de la vigne. Zytologue, ça va peut-être parler à moins de monde. Zytos, c'est la bière. Voilà. Donc c'est la même chose en brasserie. Sauf que là, j'interviens beaucoup moins sur le blé. Hein. J'avoue que je n'arrive qu'à la brasserie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a le micro dans la salle? Je pense qu'on... Oui, il est là. Super. S'il y a des questions, profitez-en. Sinon, je serais juste d'expliquer déjà. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure. Vous aviez eu un appel concernant la vinification. Ce serait pas mal d'expliquer peut-être aux gens qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le processus de fabrication. Oui, alors effectivement, je suis avec vous ce matin, mais je suis aussi avec mes vignerons et vigneronnes, puisqu'il y en a aussi en Île-de-France, plusieurs. On est en train de vivre un grand retour du patrimoine viticole en Île-de-France. Il y a chaque année de plus en plus d'hectares qui sont plantés en vigne. Et moi, j'interviens aussi bien pour la plantation qu'ensuite pour la vinification. On a commencé les vendanges en Île-de-France cette année à la mi-septembre. Là, on a rentré les derniers raisins la semaine dernière. Donc, on est vraiment... on a une grande diversité et de terroirs et de climatologie qui font que voilà, ça s'étale sur pas mal de temps. Ce qui est beaucoup plus tard que d'habitude? Non. On est dans des timings à peu près normaux, si ce n'est qu'on a eu, vous en souvenez, en début septembre, une semaine excessivement chaude qui a arrêté les maturités. Et on a eu beaucoup de mal à faire une reprise de maturité derrière les vignes, ont eu du mal à s'en remettre, comme nous, hein, d'ailleurs, c'était pas vraiment prévu. Donc on a tous pris un petit coup derrière le carafon, les vignes aussi. Du coup, on a eu des maturités un peu lancinantes qui font que voilà, on a étalé énormément les vendanges cette année. On a eu quelques problèmes phytosanitaires sur les vignes. Rien de gravissime, on a un très joli millésime malgré tout. Mais on a des fermentations qui sont en cours à l'heure actuelle. Certaines sont terminées, d'autres viennent juste de débuter. Et c'est vrai que c'est une année un peu pointue, un peu tatillonne. Les vignes ne comprennent pas bien ce qui se passe avec les changements climatiques. Elles aussi, elles souffrent. Même si les vignes sont relativement jeunes en Île-de-France, enfin, les vignes qui produisent à l'heure actuelle, puisqu'il y en a toujours eu historiquement, mais les vignes dont on s'occupe à l'heure actuelle sont relativement jeunes. Elles aussi, elles ont beaucoup de mal à comprendre ces différences de climat. Elles ont du mal à s'adapter. On est obligé de beaucoup les accompagner, travailler le sol de façon assez profonde pour pouvoir les implanter. On a la chance d'avoir le recul des autres vignobles, d'essayer de ne pas faire les mêmes bêtises. Mais ça reste compliqué malgré tout. La vigne, c'est quelque chose de très sensible. Voilà, donc en ce moment, on a un peu les mains dedans, beaucoup même. D'ailleurs, je suis avec vous ce matin et je repars en cave cet après-midi parce que il faut une attention de tous les jours. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des vignes en biodynamie en Île-de-France, par exemple? Oui, alors il y a alors tout le vignoble, souvent ce sont des essais de biodynamie. Comme je le disais, c'est un retour de la vigne en Île-de-France. On n'a pas énormément de recul, donc la grande majorité des vignobles en Île-de-France sont en bio. Pour ce qui est de la biodynamie, c'est plus difficile de la mettre en place sans avoir cette transition par le bio dans un premier temps, tout simplement parce que ce sont des terres qui ont été utilisées, même si on a l'obligation de les laisser en jachère
un an avant de planter la vigne, sont des terres où il y avait d'autres cultures avant, souvent de la céréale ou alors du bois. Et il faut que tout le système se remette en place avant qu'on puisse travailler réellement, pleinement en biodynamie. Donc il y a des essais qui sont faits, mais souvent ce sont que des parties de vignobles. Donc la terre malade se régénère en quelque sorte. Oui. On peut difficilement passer à quelque chose sans aucune aide, parce que la biodynamie, c'est ça, c'est renforcer les défenses et de la terre et de la vigne pour éviter d'avoir à venir à intervenir en curatif. Donc le problème, c'est que si on a déjà des pathologies ancrées, on peut difficilement ne pas faire de curatif. D'accord. J'aurais aimé faire un petit point, parce qu'on dit biodynamie, il y a le vin bio, il y a le vin naturel, il me semble, Pifa Papa fait du vin naturel. Toutes ces notions, on s'y perd un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences ? Alors, je vous rassure, tout le monde s'y perd, même nous, hein, c'est normal. Le vin bio, déjà, pour commencer, la base, c'est une méthode culturale. Ça touche principalement la vigne. On n'a pas vraiment de cahier des charges en bio à la cave, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation. Il y a quelques produits qui sont certifiés bio pour les traitements du vin, mais en grande majorité, c'est plutôt une appellation qui touche la vigne. Les vins nature, là aussi, les vins nature, ça regroupe une grande famille, puisqu'on n'a pas de charte vraiment déterminée. C'est juste qu'on essaye d'avoir le moins d'intrants possible, donc tout ce qui est traitement du vin a posteriori. Donc il y a des gens qui refusent de mettre des levures sèches actives, donc qui ne travaillent qu'avec les levures qui sont présentes sur leur vigne. Il y a des gens qui travaillent sans soufre, mais chez les natures, il y a aussi des gens qui acceptent de mettre un tout petit peu de soufre. Ce sont vraiment les gros traitements chimiques qui sont refusés dans les vins nature. Voilà. La biodynamie, c'est un cran au-dessus du bio pour ce qui est du traitement de la vigne, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas mettre de chimie. Voilà, on essaye de limiter le plus possible les intrants métalliques, le cuivre en particulier, pour pas en mettre trop dans le sol. Et vraiment, on essaye de travailler avec des infusions de plantes, avec de la bouse, des choses comme ça qui sont plus naturelles. Donc, voilà, ne pas faire appel à la chimie pure, mais vraiment aller retrouver ces éléments qui sont salvateurs pour la vigne et pour le sol à travers des choses qui sont totalement naturelles. En conventionnel, c'est la fameuse bouillie bordelaise, c'est ça ? Alors, la bouillie bordelaise est aussi utilisée en bio. Donc, mais dans des doses un petit peu moins... Voilà, les doses ne sont pas les mêmes. Il faut savoir aussi que le conventionnel a fait énormément de progrès à l'heure actuelle. Il y a de moins en moins de vignerons qui travaillent en pur conventionnel. Il y a aussi des vignerons qui travaillent en bio et en biodynamie sans demander d'avoir une petite étiquette ou un fanion derrière son étiquette. Donc il y a des gens qui travaillent très bien, qui travaillent bio, et vous ne le savez pas obligatoirement. C'est pour ça que c'est important de se renseigner sur les vignerons, parce que parfois être certifié en bio, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'administratif, et il y a des vignerons qui ne le font pas. De même qu'être certifié Déméter pour la biodynamie, c'est aussi des demandes d'accréditation, des choses comme ça. Et il y a des gens, ils n'ont juste pas le temps ou pas envie de se plier à ces règles-là. Donc ils le font, mais ils n'ont pas envie de le porter comme un fardeau administratif, s'entend. Excusez-moi, oui. J'ai une question. Oui. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Je suis là, j'ai levé la main. Oh. Oui, voilà. Moi, c'est plus par rapport au documentaire. Parlons du film. Ah, oui, en parlant du film, quand il y a la femme avec ses 3 sœurs, il me semble, en Italie, elle presse son vin en amphore. Alors, je comprends pour les vins rouges, pour la macération, la couleur, mais pour les vins blancs, raisins blancs, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle n'utilisait pas un pressoir pneumatique.
ce qui aurait été peut-être un gain de temps ou autre. Après, c'est peut-être elle, ses valeurs. Donc voilà. Question technique. Alors, en fait, elle n'est pas en train de faire le pressurage dans ses amphores. Chez Fioradori, ils font ce qu'on appelle aussi des vins oranges. Alors, le vin orange, c'est la mise en contact. En fait, on vinifie un blanc comme un rouge. Donc, on a une macération pelliculaire du vin blanc. Les peaux, les mares sont laissées en contact très longtemps avec le jus. Et quand on arrive à un équilibre tannique et des anthocyanes qui est satisfaisant, en fait, on enlève le marc, comme pour le rouge. Là, on va passer au pressoir pneumatique et on arrive en phase liquide. Mais dans un premier temps, on a la même vinification qu'avec le rouge, c'est-à-dire qu'on laisse les peaux en contact avec le jus. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Super. Donc le vin orange, c'est ce qu'on voit dans le film? Alors, c'est le vin orange, c'est effectivement une macération pelliculaire des vins blancs. On fait comme les vins rouges. On travaille de la même façon que le vin rouge. On fait des pigeages, des remontages. Et donc, il n'était pas pressé, il était juste pigé. On est obligé de mettre la peau en contact avec le jus pour éviter qu'elle moisisse, déjà, dans un premier temps. Et puis, il faut toujours harmoniser le milieu. Donc, on remet en contact le marc avec le jus. Très bien. Alors chez Fioradori, oui, ils ont un système d'élevage en amphore. Alors parfois, ce ne sont pas les mêmes amphores. Là, ce sont des amphores en argile que vous voyez pour la première partie. Souvent, pour les vins blancs, on utilise en suivant des amphores en grès qui sont moins poreuses. De ce fait, la micro-oxygénation est moins forte. Souvent, les vins blancs sont plus sensibles à l'oxygénation. Donc, on préfère les mettre en amphore en grès plutôt qu'en argile. Pardon ? Elles sont, alors non, elles ont souvent la même forme, c'est juste que c'est pas la même matière. Voilà, c'est tout. Mais le vin blanc peut aussi être élevé. Après, on fait des assemblages, on fait des dégustations. Il y a une partie qui va partir sous bois, d'autres qui va être gardée en cuve inox parce que c'est très neutre et que c'est très pratique à nettoyer aussi. Il ne faut pas cracher sur l'inox, c'est très bien. Et puis, il y a une autre partie qui va partir en amphore. Et on détermine, suivant ce qu'on a envie de faire comme profil de vin, quelle quantité va partir dans chaque contenant. Et ensuite, on assemble ou alors on fait différentes cuvées. Alors, ça vient, les bases de la vinification. Peut-être les rappeler Oui, alors... les différentes étapes. Là, c'était historiquement. J'allais revenir sur l'historique. Allez-y. Je ferai un petit cours de no après. D'après ce qu'on peut voir historiquement, la vinification, vraiment, qui ne relève pas juste d'un accident, les vraies premières tenues de vinification se sont faites en Géorgie. En Géorgie, on retrouve ce qu'on appelle les kervis, qui sont des amphores qu'on enterre. Donc là, c'est très pratique puisqu'on a une thermorégulation qui coûte pas cher, puisque c'est la terre qui fait tout, c'est très pratique. Et c'est une technique qui a été retrouvée à Pompéi aussi. Donc on pense qu'historiquement, ça a commencé comme ça par des amphores enterrés, puisque la vinification est exothermique, elle crée de la chaleur. Les levures, quand elles travaillent, relâche pas mal de chaleur et c'est assez dommageable après pour le goût du vin et souvent ça nous amène à des arrêts de fermentation parce qu'elles sont très gentilles nos levures mais le problème c'est qu'elles créent que des choses qui leur sont pas bonnes, donc de l'alcool, elles font baisser le pH et elles font de la chaleur. Donc il faut qu'on essaye de les aider à aller jusqu'au bout de la transformation et les garder au frais aide énormément.
Donc c'est pour ça que souvent la première partie de vinification est faite soit de façon thermorégulée, donc avec un apport de froid extérieur, soit en kervie ou en équivalent, donc des choses qui sont enterrées, et là c'est la terre qui nous permet de thermoréguler le vin. Voilà. Donc oui, de toute façon, c'est bassin méditerranéen. Hein. On sait que c'est apparu autour de la Méditerranée et que les amphores, la terre, ça a été un des premiers contenants qu'on a utilisé, parce qu'on savait la travailler aussi. Le bois, c'est venu un peu plus tard, surtout sous la forme de barriques, parce qu'il a fallu maîtriser le cintrage des douelles, et c'est quand même quelque chose d'assez technique et d'assez difficile. Fioradori, ils sont en nature. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de domaines qui sont nature en Italie. La tendance slow food arrive d'Italie. C'est quelque chose qui les a toujours beaucoup préoccupés. Et les prémices des vins nature sont aussi apparues en Italie. Et Fioradori travaille en nature. Alors, pour certains vignerons nature, ils vous diront qu'ils ne sont pas vraiment nature parce qu'il y a quelques intrants. Mais ça, c'est la grande bataille entre les natures. Ça, je ne veux pas intervenir parce que sinon, c'est guerre ouverte. Les levures dont vous parliez tout à l'heure Alors, eux travaillent en levure indigène. Donc, ils ne rajoutent pas de levure, ils travaillent avec leur propre levure, mais ils rajoutent un peu de sulfite. Et si jamais il y a un gros problème sur leur vin, ils ne s'interdisent pas de faire un collage ou une filtration, ce que certains vignerons nature pure et dure réprouvent totalement. Sulfite, arrêtez-moi si je me trompe, qui sont utilisés pour maîtriser la vinification, c'est ça ? Oui. Alors, le grand débat des sulfites. Le problème du vin, c'est que c'est quelque chose de relativement stable. On le dit dans le documentaire. C'est une boisson qui a un pH bas, où il y a de l'alcool. Donc, normalement, c'est une boisson qui doit être relativement stable. Malheureusement, on a quand même la présence sur les raisins, en plus des levures, de bactéries. Et de bactéries qui, elles, résistent très bien et à l'alcool et au pH, ce sont les bactéries acétiques. Donc il faut bien se mettre dans la tête que le vin, c'est plus une étape transitoire en fait, de la transformation du jus de raisin. Si on laisse faire la nature jusqu'au bout, dans 85 à 90% des cas, vous vous retrouvez avec du vinaigre. Voilà. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, si on n'intervient pas pour calmer un tout petit peu l'appétit de ces bactéries, il est très, très difficile d'avoir un vin qui reste stable dans le temps. Ou on part sur quelque chose de très madérisé, ou on part sur quelque chose qui va tendre vers le vinaigre, ou alors on peut avoir l'émergence de levures pathogènes qui vont nous donner des vins avec des grosses déviations aromatiques. Donc l'apport d'un tout petit peu de sulfite en tout début de vinification, sachant que ce soufre va être consommé en partie par les levures, donc vous en retrouverez des traces infimes dans la bouteille, va aider à sélectionner la population qui nous intéresse, donc plutôt nos levures qui interviennent pour la fermentation, donc les gentils Saccharomyces cerevisiae. Voilà, qui servent aussi à faire du pain. C'est quand même des super levures qui servent à plein de choses. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, les techniques biodynamiques, elles ont été rassemblées, elles ont vraiment été créées par un ingénieur agricole allemand dont j'ai complètement oublié le nom à l'heure. Rudolf Steiner. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci. Et c'est avant tout, au départ, il voulait travailler, il voulait un retour au travail avec le calendrier lunaire. Voilà. Et petit à petit, sa démarche a été plus loin par rapport aux infusions, aux purins, à tout ce qui est matière organique du sol.
Voilà. Mais il y a un gros apport du calendrier lunaire. On suit le calendrier lunaire pour la biodynamie. Aussi, quand on va chercher plus loin aussi. Dans le film, il ne parle pas de la silice. Oui, c'est vrai, mais dans le film, il y a plein de choses dont il ne parle pas. Hein. Il faut, voilà, je veux pas, mais voilà, c'est pas une médisance, c'est que il faut parler de plein de choses. La silice est effectivement un élément qui est utilisé pour aider au traitement, mais je pense que bon, voilà, on peut difficilement présenter tout le calendrier de traitement. On a parlé d'un traitement en particulier qui est cette fameuse corne qu'on enterre, qui est un des grands traitements de biodynamique, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, le réalisateur en parle beaucoup. Pardon. Dans son premier film, La clé des terroirs. Oui. Là, dans ce film, c'est plus, on voit ces femmes vigneronnes en fait travailler la vigne de manière biodynamique, mais c'est vrai qu'il ne rentre pas vraiment dans les détails de la technique. Oui, disons que c'est une formation longue pour arriver à faire un traitement biodynamique. On ne passe pas à la biodynamie du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Si on veut percevoir tous les petits détails et toutes les petites choses de la biodynamie, il faut vraiment se pencher dessus. C'est très riche. C'est très riche. Alors, c'est très intéressant, mais ça va vous prendre un peu de temps et plus de temps que juste un documentaire. S'il vous plaît, vous avez pas... Oui, c'est un peu un documentaire sur certaines femmes et la biodynamie. Voilà, c'est pas exhaustif comme beaucoup de documentaires. S'il vous plaît, vous avez parlé des cornes de bœuf dans lesquelles on met la bouse de vache. Ça a une incidence de mettre la bouse dans la corne, justement. Moi, j'avais jamais vu ce procédé-là. Oui. Alors, il y a effectivement un développement bactérien qui est bien plus important quand on le met dans la corne et qu'ensuite on l'enterre. Alors, scientifiquement, on est allé voir quand même parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se sont posés la question vis-à-vis de la biodynamie. Au départ, ils étaient quand même très mal vus. On les a traités de sorciers, on les a traités... Enfin, moi, quand j'ai fait mon diplôme national d'œnologue, c'est vrai que la biodynamie, on les traitait... Enfin, par certains de mes professeurs, étaient traités d'hurluberlus totaux. Est-ce que c'est en train de changer ? Ça change petit à petit, oui. Ça change petit à petit. Il y a encore des gens qui trouvent que la chimie, c'est un progrès dont on ne peut pas se passer. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, on ne peut pas cracher dans la soupe non plus. Si la viticulture et l'œnologie en est là où elle est à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a des chercheurs. Après, c'est comme tout. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. C'est tout. Et la biodynamie, on s'est rendu compte... Parce qu'on les prenait pour des fadas, on est quand même allé faire quelques tests et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Donc on a essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait. Mais effectivement, le fait, l'apport de la kératine de la corne est vraiment important. Alors pourquoi, on ne le sait pas encore, mais on sait qu'il y a une importance. Voilà. Et c'est pas très agréable d'aller chercher les cornes à l'abattoir, je vous assure, c'est pas un voyage super. Puis c'est du boulot, faut les enterrer. Oui, c'est du boulot. C'est effectivement du boulot. Et est-ce qu'on a fait une étude comparative sur le même domaine avec un bout en bio tout court et un bout en biodynamie pour voir la différence de résultats ? Alors, c'est toujours très difficile parce que quoi qu'il arrive, on a une grosse disparité de sol, de climatologie qui peut se faire à 2 mètres de distance. Donc c'est assez compliqué. Il faudrait vraiment, pour que ce soit quelque chose de lisible, avoir un pied en biodynamie, le pied d'à côté en bio, puis biodynamie. Enfin, vous voyez, pour avoir vraiment un référentiel scientifiquement carré, ça serait un peu compliqué. Mais il y a eu des comparaisons. Effectivement, il y a eu des comparaisons. Tout est question de sensibilité du vigneron, en fait. C'est vrai que ce soit bio ou biodynamie, il y a un apport pour le sol qui est indéniable.
on a un peu plus de vie en biodynamie. Voilà, on le sait, il y a un peu plus de vie, que ce soit la mycologie ou les insectes, ou voilà, on a un environnement qui est plus riche en biodynamie. Donc, le problème, c'est que parfois cette richesse, elle est bonne pour le millésime, et parfois elle est dommageable pour le millésime. Donc, au final, sur le long terme, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Oui. Ça, c'est sûr. Deux toutes petites questions. La première, c'est le vignoble d'Avignonésie est un vignoble, en effet, dont les caractéristiques sont particulières, puisqu'on est sur un très très gros vignoble, 200 hectares, c'est gigantesque. Oui, oui. Et je ne savais pas qu'on pouvait travailler en biodynamie, puisque la biodynamie suppose quand même des moyens, on va dire humains et techniques assez développés. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de vignobles de cette taille travaillés de cette façon-là? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, zut, elle m'a échappé, c'est pas grave. Alors pour la première, je peux pas vous dire. Je crois qu'il y a un vignoble en Nouvelle-Zélande qui a fait à peu près la même taille, qui a fait sa conversion en biodynamie. Le nom m'échappe totalement, mais il y a de plus en plus de gros vignobles qui passent à la biodynamie, puisque oui, il faut du monde, mais de toute façon, en viticulture, il faut du monde. Quoi qu'il arrive, passer en bio, passer en biodynamie, ça veut aussi dire limiter la mécanisation. Et limiter la mécanisation, ça veut dire des bras, des jambes, des chevaux, donc du personnel, et même les très gros domaines s'y mettent. Si je suis là, si je peux me permettre, on a Louis Roderer en Champagne qui a 214 hectares de vignes, qui eux sont en biodynamie depuis, il me semble, 12 ans déjà. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que c'est une grosse maison quand même de Champagne. Et ils font pas mal de prévention, notamment sur les lycées viticoles aux alentours et dans d'autres maisons de Champagne. Et ça permet justement de continuer la biodynamie dans plusieurs maisons de Champagne. Oui, Voilà. oui, non, mais de toute façon, on a une augmentation significative de personnes qui passent en biodynamie, ou au moins qui s'en rapprochent, sans complètement épouser tous les aspects de la biodynamie, qui se rapprochent de cette vision beaucoup plus naturelle des traitements. Je crois qu'il y a... Alors, je ne sais plus quelle est la surface, mais dans le sud de la France, vous avez Cazes. Enfin, voilà, des gros domaines n'ont plus peur de ce genre de traitement et se lancent dans l'aventure de plus en plus, oui. On ne peut pas tout expliquer, mais ça marche. Et c'est comme tout, c'est la vie, on ne peut pas tout expliquer, mais ça marche, a priori. Bon, parfois il y a des ratés, mais ça marche quand même. Nicolas Joly, dans le film, le dit bien. À un moment donné, il dit je pèse 85 kilos, je fais 1m80, mais je m'en fous totalement. Bon, c'est un petit peu ça, en fait. Là, pour l'instant, on ne peut pas tout expliquer, mais il se trouve que ça marche. Oui. Oui. 100 €, je crois, c'est ça. C'est pas les plus chers. Hein. Oui, mais voilà. Après, il faut déguster, il faut voir. Moi, j'ai fait mes études en Bourgogne, dans des domaines où c'est effectivement très cher. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Est-ce que ça vaut pas ce prix-là? Ça, c'est l'éternel débat. À partir du moment où on y met du temps, de l'amour, du travail, beaucoup de travail, oui, on a envie que nos bébés y partent avec un certain panache. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis là. Je ne vous vois clairement pas, mais c'est pas grave, je devine. Est-ce que vous... Par ici. J'avais demandé à... Je viens de Champagne aussi, et j'avais parlé avec une personne de l'équipe de Plumecoq
qui est le vignoble expérimental du comité Champagne. Donc ils font plein d'expérimentations qui s'appelait avant le CIVC. Donc ils expérimentent plein de types de cultures pour voir ce qui fonctionne sur notre terroir. Et donc ce monsieur, il m'avait dit oui, on a essayé aussi la biodynamie, et pendant plusieurs années bien sûr, et puis on n'a vu aucun changement, enfin aucun résultat probant. Et il m'en parlait d'un point de vue assez scientifique. Il me semble que je lui ai répondu, j'ai dû lui poser la question de l'intention et de sa croyance, de est-ce qu'il croyait que ça pouvait marcher, est-ce qu'il y croyait avant de commencer. Et donc c'est ça ma question, c'est ça où je me pose la question de votre avis sur l'impact de l'intention de l'humain, de la sensibilité de l'humain, et de s'il y croit ou s'il y croit pas, la part de cette sensibilité-là dans le succès de la viticulture en biodynamie. Oui, enfin, bien sûr. Si au départ on n'a pas l'impression de faire quelque chose de vertueux et on n'est pas poussé dans cette démarche par vraiment une envie de remettre de la vie, et qu'on est persuadé que ça va avoir un impact, pas seulement sur ces vignes, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour. Évidemment que c'est plus compliqué parce que les changements sont infimes. Selon les millésimes, même parfois, on perd du raisin. Il faut accepter ce risque de perdre du raisin parce qu'on est dans cette démarche-là. Donc oui, évidemment, si on n'a pas cette énergie-là en nous, c'est plus compliqué à mettre en place. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas cette énergie-là, parce que ça reste un commerce, ça reste un milieu très concurrentiel et très difficile. Le marché de l'alcool n'est pas le marché qui va le mieux au monde. On n'a pas une très bonne presse. On n'est pas vraiment... Enfin, voilà, on sait bien que la consommation de vin baisse chaque année en France, que les jeunes générations se tournent vers d'autres alcools plus faciles ou qui pensent plus faciles. Donc, évidemment, si le vigneron a une pression qui fait qu'il sait qu'en conventionnel, ça marche très bien, qu'il sort les produits qu'il a besoin de sortir, qu'il a besoin de moins de monde, parce que c'est très difficile de trouver du personnel. Là, je travaille actuellement avec plusieurs vignerons en Île-de-France. Trouver des gens pour travailler dans la vigne en Île-de-France, c'est un véritable casse-tête. On est entouré de vignobles où les gens s'arrêtent pour travailler. Nous, ne serait-ce que pour récolter le raisin, c'est une galère monstrueuse. Il n'y a personne qui s'arrête pour venir faire les vendanges en Île-de-France. Pour l'instant, on y travaille. Je crois que même dans les autres régions de France, c'était compliqué. Mais c'est horrible. Il faut bien garder en tête que c'est un métier physique, compliqué, nerveusement, c'est terrible. On passe par des hauts et des bas en permanence. On est soumis à une énorme pression. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens qui n'y croient pas. Ils ont tellement de pression autre, enfin les gens qui doivent sortir une bouteille que vous allez payer au final 6 €, ils ne peuvent pas se permettre de passer du temps à aller chercher des cornes à l'abattoir, à les enfouir. Enfin, il y a autre chose, il y a une autre dynamique qui est mise en place. C'est pas qu'ils n'aient pas envie, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus les voir comme des gens horribles qui n'ont pas envie de sauver la Terre. C'est juste que le marché est compliqué. Quand on peut se le permettre, quand on peut le faire, quand on commence sur une petite structure, on le fait, mais souvent, vous voyez bien, hein, ce sont des vins qui ont un certain coût, qui vont sortir à un certain prix. Souvent, c'est plutôt du 20 € que du 6 €. Et c'est pas pour rien. Donc oui, l'intention, elle doit être là, mais les moyens doivent être là aussi. Il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui croient toujours pas à la biodynamie, et voilà, ça comme prendra du temps. Oui, voilà. Il y a des choses, il faut du temps, tout simplement.
Oui. Oui, mais de toute façon, on ne se lance pas dans ce genre de choses si on n'y croit pas, parce que c'est plus dur physiquement. Mais oui, il faut être sensible à cette démarche-là énergétique, sinon ça ne fonctionne pas, non. Enfin, ça ne fonctionne pas. Vous ne verrez jamais le gain. Vous n'aurez pas accès au gain si vous n'y croyez pas. Ce sera la dernière question. Est-ce qu'on arrive à mettre en évidence des différences chimiques, c'est-à-dire on arrive en analysant le raisin qui est donc cultivé en biodynamie à se rendre compte qu'il y a des modifications réelles de la composition organique du produit. Même si on ne s'explique pas forcément d'où elles viennent, mais est-ce qu'on les constate de manière... Alors, on a une constatation indéniable entre une parcelle qui est en pure chimie et une parcelle en bio. Entre le bio et la biodynamie, les différences sont plus ténues, sont plus soumises à l'effet millésime, mais elles existent malgré tout. Sur le long terme, et c'est là qu'on commence à avoir les résultats des études, parce qu'il faut minimum 10 ans pour vraiment avoir des résultats concluants. Oui, on a des vignes qui sont en bien meilleure santé, qui se défendent mieux face au mildiou, à l'oïdium et à d'autres maladies. Je pense en particulier à l'ESCA qui fait des ravages dans nos vignobles. Donc, sur la qualité du vin, pas tellement, enfin, un peu, mais c'est surtout sur la qualité et l'état général de la vigne que ça a un impact, et qui a été démontré, et qui commence à être démontré vraiment de façon carrée et indéniable. Alors, on va devoir s'arrêter là. Je vous propose de continuer l'échange à l'extérieur pour la dégustation. Merci Clémence. De rien. Et à tout de suite dehors. Merci.